Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bel été. De mon côté, je m'en plains pas du tout et mon Insta peut en témoigner. Tout d'abord, je m'excuse de ce gros retard, mais j'avais vraiment la flemme de finaliser la vidéo, surtout qu'il fait chaud et que la tentation d'aller en profiter dehors était vraiment trop grande. Mais bon, j'espère quand même me faire pardonner avec cette histoire vraiment incroyable mais vraie. Vous me connaissez, j'essaie toujours de vous trouver des pépites et celle-ci en est une en un sens. Alors, si vous aimez les histoires mystérieuses, paranormales, creepy et surtout incroyables mais vraies, vous êtes sur la bonne chaîne car c'est pile ce que je fais. Je lis beaucoup d'histoires et j'essaie de partager avec vous celles qui m'ont le plus mindfuck. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et pourquoi pas partager la vidéo car ça me permet de me faire mon petit bonhomme de chemin sur YouTube, mais aussi et surtout de savoir que mes vidéos vous plaisent et m'encourage du coup à continuer à en faire. Maintenant que c'est dit, il est temps de vous parler de Soumitra. Moi c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans Horror Gaïa. Nous sommes en 1984 et le mois de décembre touche à sa fin à Sharifpura, qui est un petit village au nord de l'Inde. Soumitra est une jeune femme mariée qui vient de donner naissance à son premier enfant. Il ne lui a suffi que d'un regard pour tomber amoureuse de son petit garçon. Il faut dire que Soumitra avait toujours voulu un bébé. Et maintenant qu'elle en avait un, elle ne se séparait jamais de lui. Elle le portait partout avec elle, attaché à son buste. Avec tout cet amour, il était normal qu'à chaque fois qu'elle en avait l'occasion entre ses tâches journalières, elle lui tapotait la tête ou lui chatouillait les pieds. Il faut dire que jusque-là, Soumitra n'a pas eu une vie facile. Elle est née vers 1968 à Angad Kanagla, dans le district d'Etawah. Sa famille était de la caste Thakur, qui sont un cran en dessous de la caste Brahman. Pendant ses 8 premières années de vie, Soumitra a toujours vécu loin de ses parents, avec un cousin plus âgé dans un quartier voisin. Puis, alors qu'elle n'avait que 11 ans, sa mère est décédée. Elle n'est jamais allée à l'école, et ça c'est important à retenir. Mais elle a un petit peu appris à lire et à écrire grâce à ce fameux cousin qui, lui, avait fréquenté l'école pendant une année ou deux. Lorsque Soumitra a atteint ses 13 ans, sa famille l'a mariée à Jagdish Singh. Et depuis lors, elle a vécu avec lui et sa famille dans le village de Sharifpura. La vie n'était facile pour personne dans le nouveau village de Soumitra. Ce village était situé le long du Gange, juste au sud des montagnes de l'Himalaya. C'était un village très pauvre. Les gens y vivaient dans des cabanes de boue avec des toits de chaume, ils n'avaient pas d'électricité et fondamentalement, personne n'avait d'éducation formelle. Pour Soumitra, du coup, même si elle était mariée, son mari était aussi absent que l'était son père, puisqu'il devait s'absenter pendant des mois à la recherche de travail. Soumitra passait donc la majeure partie de son temps avec ses beaux-parents dans leur cabane, mais en réalité, elle était aussi solitaire avec eux qu'elle l'était avec sa propre famille auparavant. Vous l'aurez compris, la vie de Soumitra a été donc toujours ponctuée de solitude, que ce soit pendant son enfance ou à l'âge adulte. Maintenant qu'on connaît tout ça, son attachement à son petit garçon devient encore plus compréhensible, puisque quand elle l'a eu, c'était comme si, pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait plus seule et était comblée. Elle était tout simplement heureuse d'avoir enfin accompli quelque chose que elle voulait réellement. Mais un jour, tout a basculé. Nous sommes vers janvier 1985. Soumitra, avec son fils attaché à sa poitrine, se rendait en ville pour puiser de l'eau dans le puits.
alors qu'elle marchait le long du chemin de terre qui menait au puits, elle s'est soudainement arrêtée et elle était devenue tellement rigide qu'elle en a laissé tomber son seau sur le sol. Certains villageois à proximité ont été alertés par le choc du seau sur le sol et se sont retournés pour voir une Soumitra totalement rigide. Très inquiète, une villageoise s'est approchée de Soumitra et lui a demandé si tout allait bien, mais elle ne lui a pas répondu. Soumitra se tenait juste là, au milieu du chemin, aussi rigide qu'une statue pourrait l'être. Les yeux de la villageoise se sont alors rivés sur les mains de Soumitra, et elle a été choquée de constater que ses doigts étaient tellement courbés vers l'extérieur qu'ils menaçaient de se briser. Mais cette femme n'était pas au bout de ses surprises, puisque quand elle a regardé le visage de Soumitra, elle a constaté que ses yeux avaient roulé à l'intérieur de son crâne, de manière à ce qu'elle ne voyait plus que du blanc dans ses globes oculaires. Soumitra commençait aussi à grincer des dents. Elle grinçait si fort que ses mâchoires craquaient bruyamment à chaque mouvement. Cette soudaine stupeur a fait que le bébé de Soumitra, qui était toujours attaché à sa poitrine, a commencé à pleurer hystériquement. Donc, la combinaison du bébé qui pleure et des villageois terrorisés qui regardaient Soumitra se tenant là, dans cette pose digne des meilleurs films d'horreur, a attiré l'attention d'autres villageois qui étaient un petit peu plus loin. Ça a suffi pour avoir une foule de gens entourant Soumitra et la regardant avec un mélange de peur et de curiosité, mais surtout une foule qui ne savait pas quoi faire. Et là, tout aussi soudainement que cette transe est apparue, elle s'est arrêtée, et Soumitra a en quelque sorte secoué la tête, cligné des yeux, et pendant une fraction de seconde, elle a pris conscience de la foule qui l'entourait, avant de se rendre compte que son fils pleurait hystériquement. Soumitra était complètement perdue et gênée. Elle n'avait aucune idée de pourquoi ces gens étaient là à la fixer comme une bête de foire. Mais ne sachant pas ce qui se passait réellement, elle a rapidement ramassé son seau, enlacé son fils et s'est précipitée hors de la foule pour aller chercher son eau. À son retour chez elle, Soumitra n'a parlé à personne de ce qui s'était passé sur le chemin du puits. Puis, qui lui en voudrait, puisque, pour être honnête, elle-même ne se souvenait pas vraiment de ce qui s'était passé. Et donc, elle s'était dit que tout ce qui s'était passé devait être un événement ponctuel, très probablement provoqué par le stress et l'insomnie d'être une nouvelle maman. Sauf que, quelques semaines plus tard, ça s'est produit à nouveau. Et cette fois, sa transe a duré un peu plus longtemps. Ce jour-là, Soumitra avait affaire dans la cuisine. Et à un moment donné, son beau-père y est allé pour une raison ou une autre, et l'a trouvé là, debout, au milieu de la cuisine, totalement tétanisé, toujours avec ses mains en hyper-extension qui menaçaient de fracturer et ses yeux révulsés. Son état a duré pendant plus de 10 minutes, malgré le fait que son beau-père a bien essayé de la réveiller et de la secouer. Bien sûr, comme la fois d'avant, une fois sortie de sa transe, Soumitra ne se rappelait pas de ce qui venait de se passer et n'en avait aucune idée. L'état de Soumitra ne s'est pas du tout amélioré puisqu'au fil des mois, la fréquence et la durée des transes a augmenté. Et ce, jusqu'à ce qu'elle finisse par avoir des épisodes quasi quotidiens et que chaque épisode dure des heures et plus seulement quelques minutes. En mai 1985, soit 5 mois après sa première transe, les transes sont encore montées d'une coche, puisque Soumitra a commencé à parler pendant ces épisodes. Et ce qu'elle disait était totalement étrange et flippant. Elle criait et suppliait à l'aide. Elle hurlait que sa tête était écrasée et que quelqu'un devait l'aider. Puis, soudainement, sa voix switchait vers le chuchotement et elle murmurait « Tout ce que je peux voir est sombre ». La famille de Soumitra a bien sûr contacté un médecin local. Après examen, celui-ci n'a pas pu comprendre ce qui clochait. Il faut savoir que, mis à part ses transes, Soumitra était en parfaite santé. Bref, Soumitra a continué à avoir ses épisodes. Mais le 16 juillet 1985 a marqué un nouveau tournant dans cette histoire qui est pour le moins étrange et flippant. Ce jour-là, alors qu'elle cuisinait, Soumitra a eu une énième transe. Sauf que celle-ci était horriblement différente. Pendant sa transe, Soumitra a parlé.
mais d'une manière étrangement calme et placide. Elle a tout simplement annoncé, et je cite, « Je vais mourir dans 3 jours ». Il faut vous dire qu'à cette période-là, Soumitra, tout comme sa famille, était terrifiée et totalement épuisée par ce qu'elle subissait depuis son accouchement, donc depuis presque 8 mois. Soumitra est arrivée au point de ne plus vouloir s'occuper de son bébé parce qu'elle avait peur de le blesser par accident lors de ses épisodes de transe. Du coup, sa belle-mère était devenue la maman par intérim de son petit-fils. Son mari, qui était le principal soutien financier de la famille, a été forcé d'arrêter de voyager pour le travail et de rester à la maison pour aider Soumitra et son fils. Le 19 juillet 1985, donc le jour fatidique annoncé par sa transe 3 jours auparavant, Soumitra s'est réveillée et a fait des efforts calculés pour éviter tout ce qui pourrait potentiellement lui nuire. Par exemple, elle n'a pas cuisiné parce qu'elle ne voulait pas être proche des flammes. Elle a évité toutes les structures avec une sorte de rebord d'où elle risquait de chuter. Elle a aussi gardé ses distances avec son fils pour assurer sa sécurité. Avec toutes ces mesures, la fin d'après-midi était là et Soumitra allait toujours bien. De plus, à date, dans la journée, il n'y a eu aucun signe ou prélude qui annonçait que quelque chose de mal allait lui arriver. Elle et sa famille ont donc commencé à se détendre un peu. La belle-mère de Soumitra est partie préparer le dîner et Soumitra, quant à elle, a décidé de sortir et de prendre l'air. Une fois devant chez elle, elle a vu une de ses amies proches de l'autre côté de la route. Alors, elle lui a fait signe de la main et lui a joyeusement demandé de venir discuter un peu. Juste après avoir fait cette requête amicale, Soumitra a soudainement gelé. Elle était tétanisée. Ses yeux enroulés dans son crâne et ses mains étaient rigides. Bref, vous l'aurez compris, elle était encore tombée dans une nouvelle transe. Son amie, comme tout le monde dans le village d'ailleurs, était habituée à voir Soumitra dans ces transes. Du coup, elle n'était pas vraiment inquiète quand elle l'a vue avoir un énième épisode devant ses yeux. Mais elle ne s'attendait pas du tout à ce qui allait suivre. D'ailleurs, personne ne s'y attendait. Soumitra, qui avait normalement toujours les mains tendues sur ses côtés pendant ses transes, a commencé à lever les mains jusqu'à ce qu'elle atteigne son front. Puis, elle a commencé à griffer sauvagement quelque chose dans l'air juste au-dessus de sa tête. Alors qu'elle faisait ça, sa respiration était devenue très forte et laborieuse. Son amie, qui ne l'avait donc jamais vue faire ça, a eu un rush d'inquiétude et s'est précipitée vers elle. Une fois à ses côtés, elle s'est rendue compte que malheureusement, elle ne pouvait rien faire pour l'aider. Elle l'a donc regardée, impuissante, en train de griffer le ciel en respirant vraiment lourdement. Quand, soudainement, Soumitra a cessé tous ses mouvements frénétiques et a redescendu ses mains sur ses côtés pour revenir à cette pose rigide avant que sa bouche ne commence à faire des craquements faibles et horribles à entendre. Ce son de craquement a commencé à prendre de l'amplitude et à devenir de plus en plus profond jusqu'à ce que sa voix craque. Puis soudain, elle est devenue totalement immobile et silencieuse. Son amie, qui était à côté d'elle pendant tout ce temps, a réalisé à cet instant que même si Soumitra se tenait debout, elle n'était pas en train de respirer. C'était vraiment une statue pour le coup. Horrifiée, cette amie a commencé à crier à l'aide et rapidement les beaux-parents de Soumitra, son mari et d'autres villageois qui ont entendu les cris ont accouru vers elle et les ont rapidement encerclés. En désespoir de cause, ils ont contacté le médecin du village qui est arrivé en dedans de quelques minutes. Il a traversé la foule jusqu'à atteindre Soumitra, il a vérifié son pouls, son rythme cardiaque, a un peu regardé ses yeux et dans sa bouche, puis après 1 minute, il a reculé, il a juste dit « Elle est morte ». Le mari de Soumitra est tombé à genoux et sa belle-mère, qui portait son bébé dans les bras, s'est mise à pleurer devant cette statue humaine clairement sans vie. Donc, le corps de Soumitra se tenait encore debout, tétanisé, avec les yeux révulsés et un visage figé dans une expression de cri silencieux. Le médecin et le beau-père de Soumitra se sont finalement avancés pour allonger le corps rigide de la jeune femme sur le sol et lui fermer les yeux. Il n'y avait pas d'hôpital pour y transporter le corps ou de fonctionnaire pour signaler la mort. Dans ce village, et à cette époque-là,
il était très important pour des raisons religieuses et de santé publique de disposer très rapidement des corps. En général, les villageois effectuaient des rituels hindous, puis incinéraient le corps. Donc, le corps de Soumitra était allongé sur le dos, immobile et rigide, tout près de chez elle, alors que sa famille et les villageois ont commencé à se préparer pour ses funérailles. Sa belle-mère et certaines femmes du village ont commencé à préparer le corps de Soumitra et à enduire son visage d'huiles essentielles. D'autres villageois sont partis chercher du bois pour le feu. Les villageois ne parlaient pas beaucoup et plusieurs femmes pleuraient. Mais ce n'était pas seulement de chagrin, mais aussi de peur. Comme j'ai dit avant, tout le monde connaissait les transes de Soumitra. Mais ce qu'il ne pouvait pas omettre et ce qui les terrifiait, c'était que pendant l'une de ces transes, Soumitra avait prédit avec précision la date de sa propre mort. Et donc maintenant, les villageois ne pouvaient pas s'empêcher de croire que des forces obscures étaient en jeu et que peut-être Soumitra avait été possédée. Et que justement l'entité qui l'a possédée, maintenant qu'elle l'a tuée, était libre quelque part dans le village. D'habitude d'ailleurs, les enfants pouvaient jouer dans les rues du village jusqu'au soir sans problème. Mais cette nuit-là, avec tout ce qu'ils suspectaient, et alors que le soleil commençait à se coucher, ils avaient tous appelé leurs enfants à rentrer rapidement. Soumitra était morte depuis 45 minutes maintenant, et les seules personnes qui étaient à l'extérieur étaient les femmes qui nettoyaient et préparaient le corps de la jeune femme pour ses funérailles. À un moment donné, l'une des femmes brossait les cheveux de Soumitra quand tout d'un coup elle a poussé un cri viscéral de terreur et a sauté en arrière. Elle pointait quelque chose du doigt. Lorsque les autres femmes qui entouraient le corps ont regardé vers la direction pointée, elles ont commencé à crier et à se bousculer pour tenter de s'éloigner du corps le plus rapidement possible. Ce que toutes ces femmes terrifiées ont vu étaient les yeux de Soumitra qui bougeaient rapidement de gauche à droite sous ses paupières closes, avant que soudainement sa poitrine ne se soulève et ne se rabaisse lorsque Soumitra a fait une forte et longue expiration. Ensuite, Soumitra a ouvert les yeux et s'est redressée au milieu de ce brouhaha. Elle regardait autour d'elle toutes les femmes terrifiées. Ces femmes ont été frappées par le fait que Soumitra était maintenant complètement saine et normale alors qu'elle était morte durant les 45 dernières minutes. Elle n'avait pas de pouls et était totalement pâle. Bref, elle avait l'air complètement morte, quoi. Soumitra a alors essuyé les huiles essentielles de son visage et alors qu'elle se levait, le médecin qui a été alerté par toute l'agitation à l'extérieur a accouru vers elle et l'a aidée à se relever et à garder son équilibre parce qu'elle était un petit peu chancelante. Ensuite, il a vérifié les paramètres vitaux de la jeune femme et ils étaient excellents, comme si elle n'avait rien subi de tel. Il lui a alors demandé si elle se sentait bien et Soumitra a dit que oui. L'homme, avec un grand sourire, s'est alors retourné pour faire face à cette énorme foule de villageois abasourdis et leur a dit qu'il venait d'être témoin d'un miracle car Soumitra est revenue d'entre les morts. Rien que ça. Le mari de Soumitra et ses beaux-parents étaient trop choqués pour dire quoi que ce soit ou même réagir. Puis d'un coup, le mari de Soumitra a été submergé de joie, comme si son cerveau avait enfin processé tout ce qui venait de se passer. Il a accouru vers sa femme pour l'embrasser, mais lorsque Soumitra s'est retournée et l'a vu venir vers elle, elle a reculé brusquement en tenant ses mains devant elle, comme pour se protéger. Immédiatement, le médecin s'est interposé entre les deux et a tapoté sur l'épaule du mari en lui disant « Vous savez qu'elle a vécu quelque chose de très traumatisant. Donnez-lui du temps et de l'espace pour récupérer. » Le médecin a par la suite rassuré le mari de Soumitra et ses beaux-parents en leur disant qu'elle irait probablement mieux assez rapidement, mais qu'il viendrait lui faire un autre examen juste pour s'en assurer. Le lendemain matin, Soumitra s'est réveillée en se sentant beaucoup mieux. Cependant, dès qu'elle a vu son mari et ses beaux-parents, elle a eu peur et s'est enfuie. Ils l'ont poursuivie et finalement, lorsque son mari a réussi à la rattraper, elle a réagi sur la défensive. Elle avait peur de lui et disait qu'elle ne le connaissait pas et qu'il n'était pas sa famille, et que cette maison n'était pas la sienne. Soumitra, en fait, agissait différemment. Elle n'était plus elle-même. Même son bébé qu'elle adorait semblait la désintéresser. La nouvelle Soumitra disait s'appeler Shiva. Elle était plus instruite et écrivait merveilleusement bien. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle en avait l'occasion,
elle écrivait des lettres et les envoyait en ville. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mort apparente de Sumitra, et Shiva commençait à s'habituer à sa nouvelle vie quand un étranger nommé Ram Tripathi est venu chez eux. Il a rencontré le mari et lui a posé des questions sur une jeune femme qui se comportait différemment. Le mari de Sumitra était déconcerté par la façon dont cet étranger était au courant de tous leurs problèmes et est allé la voir pour lui en parler. Sumitra, ou Shiva, a alors immédiatement couru vers cet étranger. Elle l'a enlacé et lui a affirmé que son nom était en fait Shiva Dweti et que sa belle-sœur l'avait assassiné. L'étranger, ou plutôt Ram Tripathi, était le père de Shiva. Il avait perdu sa fille plus tôt dans l'année, et ce dans des circonstances floues et mystérieuses. Pour lui, Sumitra était l'esprit réincarné de sa fille perdue. Shiva Tripathi, ou Dweti lorsqu'elle s'était mariée, est née dans la ville d'Etawah le 24 octobre 1962 dans une famille de la caste des Brahmanes. Son père, Ram Siya Tripathi, était professeur d'université. À l'inverse de Sumitra, Shiva a fait des études et a obtenu une licence en économie domestique. À l'âge de 18 ans, elle a fait un mariage arrangé avec Shedilal et a emménagé avec sa famille dans la petite ville de Dibyapur. Le couple a eu 2 fils, Rinku et Tinku, mais il y avait toujours eu une animosité considérable entre Shiva et sa belle famille. Certains enquêteurs pensaient que c'était à cause de l'éducation supérieure de Shiva et de ses manières plus urbaines qui irritaient sa belle famille, alors que Parmeshwar Dayal, qui est un psychologue indien qui s'était également penché sur l'affaire, pense que c'est plus parce que la belle famille pensait que la dot de Shiva était insuffisante et qu'elle s'en plaignait tout le temps, que ce soit oralement ou par écrit, et il a montré les courriers qui justement démontraient leur mécontentement. Bref, quelle que soit la cause, la mésentente a atteint son paroxysme en fin mai 1985, lorsque la belle famille de Shiva lui a interdit d'assister à un examen. Le soir du 18 mai, l'oncle de Shiva est venu lui rendre visite et a appris par sa nièce en pleurs que sa belle-mère et une de ses belles-sœurs l'avaient battu. Il était attristé et a essayé de calmer les ardeurs, mais en vain. Le lendemain matin, ce même oncle apprend que le corps de Shiva avait été retrouvé sur les rails d'une gare voisine. Ses beaux-parents ont froidement déclaré qu'elle s'était d'elle-même jetée sous un train. Ian Stevenson est un chercheur qui s'intéresse à la réincarnation. Et donc, cette affaire qui a été très médiatisée à l'époque l'a immédiatement interpellé. Lui et ses collègues ont interrogé l'oncle de Shiva et 4 autres personnes qui ont déclaré avoir vu son corps le matin du 19 mai, avant la crémation. Lorsqu'il a été découvert, le corps était étendu entre les 2 rails et était intact à l'exception d'une blessure à la tête. Uma, la sœur de Shiva, était la première à avoir vu le corps avec son mari, et elle a déclaré que le crâne de sa sœur était fracassé à un point tel que son cerveau était visible. En fait, tout mène à penser que Shiva n'a pas pu être frappé par un train, mais plus tué par des coups sur la tête, puis mis sur les rails du train pour faire penser à un accident de train. L'oncle a évidemment demandé que la crémation soit retardée jusqu'à ce que le père de Shiva arrive. Mais alors qu'il est allé le chercher, les beaux-parents ont réussi à obtenir la permission des autorités locales pour incinérer le corps. Une incinération qu'ils ont accélérée en ajoutant du mazout. Mais les gens parlent et des rumeurs ont commencé à circuler à Dibyapur, selon lesquelles les beaux-parents de Shiva ont été vus en train de la porter à la gare de train dans l'obscurité. Lorsque Ram Tripathi est arrivé à Dibyapur, le corps de sa fille n'était plus que cendres et eau. Il s'est empressé de signaler le décès à la police et celle-ci a ouvert une enquête au cours de laquelle le mari et le beau-père de Shiva ont été arrêtés. Mais ils ont ensuite été relâchés faute de preuves. Sa belle-mère et sa belle-sœur se sont cachées pendant quelques mois, mais elles ont fini par être arrêtées en 1986. Mais elles aussi ont fini par être relâchées par faute de preuves. Le meurtre de Shiva a été très médiatisé, mais ce qui me frappe le plus est que le jour de son décès, donc le 19 mai, était aussi le jour du décès de Sumitra.
et que, pour des raisons qu'on ignore, au lieu de mourir, Shiva s'est réveillé dans le corps de Sumitra, qui, elle, est vraiment partie pour le coup. Puisque, à son retour d'entre les morts, le comportement de Sumitra, ses manières et même ses souvenirs et ses connaissances se sont alignés sur ceux de Shiva Dweti. Des scientifiques de l'université de Virginie ont enquêté sur ce cas et l'ont considéré comme l'une des histoires de réincarnation les plus crédibles jamais enregistrées. Sumitra, qui maintenant répond au nom de Shiva Dweti, a vécu le reste de sa vie en tant que Shiva et a élevé son fils, ou le fils de Sumitra, avec son mari dans leur village. Elle y a vécu jusqu'à son décès en 1998. Cette affaire, donc l'affaire du meurtre de Shiva, n'a jamais été officiellement résolue. Mais le témoignage qui a été donné par Sumitra a offert un aperçu des circonstances mystérieuses qui entouraient la mort de Shiva Dweti. Pour vous dire, cette histoire m'a vraiment bluffé lorsque je l'ai découverte pour la première fois. En fait, le timing des deux morts et le fait que Sumitra a eu une prémonition de sa propre mort 3 jours avant, si on peut le voir de cet œil, alors que Shiva ne savait pas encore ce qui allait lui tomber dessus. Bref, c'est assez hallucinant, mais la question qui me taraude est pourquoi ce serait un cas de réincarnation et pas un cas de possession? Je vous explique. À ma connaissance, la réincarnation se fait dans des corps nouveaux. Il y a un genre de renaissance. Mais on ne va pas squatter les corps d'autres personnes, c'est-à-dire des corps déjà animés d'une âme. Lorsqu'un esprit tente de s'approprier un corps déjà occupé, si on peut dire comme ça devient de la possession, non? C'est assez confus dans ma tête, vu que c'est comme si l'âme de Shiva est venue s'approprier le corps de Sumitra et a expulsé Sumitra de son corps, ou vu que Sumitra a annoncé sa propre mort dans 3 jours alors que Shiva n'était pas au courant, donc qui a annoncé la mort de Sumitra dans 3 jours, si c'est pas Shiva, vu que Shiva était encore dans son corps. Vous voyez où je veux en venir, c'est assez confus. Pourquoi Sumitra devait mourir pour que Shiva prenne sa place? Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une réincarnation ou c'est une possession? Finalement, qu'est-ce qui causait les transes de Sumitra? Est-ce que c'était un autre esprit qui annonçait à Sumitra sa mort? Est-ce que c'était une autre force supérieure? Quelle est cette force et pourquoi Sumitra a dû mourir pour que Shiva puisse prendre sa place? Et bien sûr, si vous avez entendu parler d'autres histoires dans le genre, je serais intéressée à vous lire. Sur ce, la vidéo est terminée. Profitez de ce qui reste des vacances à max, un peu comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Essayez de découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles expériences. Croyez-moi, ce n'est pas nécessaire de partir à l'autre bout du monde pour le faire. Bref, amusez-vous comme Jaja, mais surtout soyez bienveillants et restez safe. Ciao!